défi. Communiste ou communisant. C'est contre-vérité. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Domiti Viel, cofondatrice de Scopéo, et je vous souhaite la bienvenue sur ce 3e épisode de notre série L'Entrevue politique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de se recevoir Monsieur Olivier Hahn. Mais avant toute chose, je laisse la parole à Émilien Pouchin, également membre de Scopéo, pour qu'il pose le décor de ce podcast. Et oui, merci Domiti. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et surtout, bonjour à vous, Olivier Hahn. Merci. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui de nous accorder cette entrevue pour discuter d'un sujet sur lequel vous êtes spécialiste, qui est celui de la religion islamique. Il s'agit là d'un thème qui revient fréquemment dans le débat public français, d'autant plus à l'heure des projets de loi actuels sur les séparatismes. Mais avant tout, avant de démarrer l'entrevue, Monsieur Hahn, je vous laisse vous présenter. Merci de votre invitation. Alors, donc moi je suis à l'origine médiéviste, donc j'ai suivi toute une formation tout à fait classique en histoire médiévale latine, occidentale. Et puis, suite à un parcours un peu chaotique qui m'a amené en Égypte et puis après en institut coranique en France, je me suis initié à la langue arabe, j'ai été diplômé en langue arabe et puis forcément, je me suis initié à l'islamologie. Et donc, depuis une quinzaine d'années, en parallèle à mes travaux d'histoire médiévale, je poursuis des travaux de recherche sur la question de l'islamologie. Et donc, ce qui m'amène à enseigner dans plusieurs établissements supérieurs. Très bien. Puisque vous êtes initié à la langue arabe, beaucoup de termes et de concepts liés à l'islam sont employés à tort, et certains d'entre eux ont une traduction approximative en français. Ouais. Donc avant toute chose, et puisque ces concepts sont fondamentaux pour bien comprendre l'islam et qu'ils seront sans doute utilisés au cours de cet entretien, pourriez-vous nous rappeler ce que sont le djihad et la charia ? Ah, je vois que déjà vous orientez le débat de façon musclée. Alors, dans le Coran, l'expression djihad, en arabe de toute façon, signifie l'effort ou le zèle. Lorsque dans le Coran, le terme djihad se trouve tel quel, il signifie zèle ou effort. Bon. Lorsqu'il est associé à une autre formule qu'on appelle, qui s'intitule Jihad fi sabilillah, c'est-à-dire l'effort ou le zèle dans le sentier de Dieu, dans le chemin de Dieu ou pour la cause de Dieu, lorsqu'on trouve cette formule complète, Jihad fi sabilillah, alors le contexte est toujours militaire. Il est toujours lié à une demande de combat contre l'infidélité, l'impiété, l'apostasie, etc. Donc, le mot djihad seul ne signifie rien de particulièrement militaire. L'expression djihad fi sabilillah, effectivement, a une dimension explicitement militaire. Mais ce qui pourrait passer pour une obligation tout à fait claire et explicite dans le Coran, en fait, ne l'est pas tant que ça. Parce que finalement, à part de réclamer un combat contre l'impiété, le Coran ne va pas tellement plus loin. Et c'est pour ça que, par la suite, les intellectuels musulmans, notamment à partir du 8e et du 9e siècle, sont allés chercher toute une série de textes qui auraient été prononcés par le prophète lui-même. Je vais l'appeler le prophète pendant tout cet entretien pour des raisons de commodité de langage. Eh bien, on est allé chercher des textes ou des déclarations qu'aurait faites le prophète, déclarations qu'on appelle les hadiths, et déclarations qui vont beaucoup plus loin dans le détail que ne le fait le Coran. Donc, on a le texte coranique qui reste finalement flou sur cette injonction du combat contre l'infidélité, et on a des textes prophétiques qui, eux, sont beaucoup plus précis, jusqu'à former un chapitre complet de manuel de hadith, et où là, il y a un grand nombre de détails, et sur cette injonction
impérative qui est le combat contre la mécréance. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs étapes historiques, chronologiques, dans la construction de ce qu'est le djihad. Et au moment des grands combats entre le califat islamique et l'Empire byzantin, ces éléments qui puissent dans le Coran, qui sont précisés dans les hadiths, vont être à nouveau et encore plus précisés dans la jurisprudence islamique et dans des textes qui sont à peu près finalement de la fin du IXe siècle jusqu'à l'époque des croisades. Donc, il y a eu par la suite un développement ultérieur sur ce qu'est le djihad, comment il faut le mener, contre qui il faut le mener et dans quelles conditions il faut le mener. Donc, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur le Coran pour définir ce qu'est le djihad. Il faut toute la tradition ultérieure. Ça, c'était pour le premier terme. Le deuxième terme, c'était la sharia. La sharia, en arabe, la sharia, c'est la voie. La voie. La voie, sous-entendu, la voie prophétique, le modèle prophétique, finalement. La charia s'est constituée comme corpus juridique très tardivement, finalement, pas avant le IXe siècle. Et la charia est devenue progressivement l'ensemble des exigences juridiques quotidiennes, individuelles et collectives qui gouvernent la communauté musulmane. Cette charia s'appuie sur plusieurs sources, le Coran bien évidemment, s'appuie sur les hadiths du prophète, autre source majeure, mais aussi elle laisse la possibilité d'une adaptation de ces deux sources et des exigences morales, éthiques et juridiques de ces deux sources. Et cette adaptation est permise par un procédé qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire l'interprétation. Et donc, l'ensemble de la charia, c'est-à-dire l'ensemble des obligations ou presque des conseils sociaux individuels qui créent la moralité, qui créent le comportement quotidien du croyant et de la communauté, est donc basé sur trois sources différentes, parfois contradictoires, le Coran, les hadiths et l'ijtihad. Et donc cette charia a été mise en place finalement. Le moment où cette charia est entièrement définie, on peut dire que c'est à peu près la fin du IXe siècle. D'accord, merci pour ces quelques précisions. Si je ne me trompe pas, vous allez publier prochainement un ouvrage qui s'intitule « L'Europe face à l'islam, histoire croisée de deux civilisations ». Avant de nous focaliser davantage sur le cas de l'islam en France, pouvez-vous nous rappeler quand et comment s'est opéré le rapprochement entre ces deux civilisations que sont l'Europe chrétienne et la civilisation islamique? Oui. Alors, il y a un premier rapprochement, si je puis dire, en tout cas une première mise en relation qui est évidemment celle de l'affrontement, c'est-à-dire que le monde islamique qui est en train de, à partir du 8e siècle, de s'étendre grâce aux conquérants arabes, parvient aux portes de l'Europe à peu près en 710, lorsque plusieurs groupes arabo-berbères traversent le détroit de Gibraltar, et à partir de 711, l'Espagne, qui était gouvernée par une monarchie visigothique, l'Espagne tombe sous le contrôle de cette nouvelle force qu'est l'islam. C'est une force à la fois religieuse et c'est une force aussi politique. Donc, ce sont deux éléments majeurs, en tout cas au début. Donc, quasiment la moitié de la péninsule ibérique tombe sous le coup de cette conquête. Au même moment, Byzance est menacée par 3 fois d'un siège extrêmement dur de la part de ses conquérants. Et autre élément qui crée évidemment ce choc, ou en tout cas cette rencontre, entre guillemets, c'est l'effondrement des provinces byzantines d'Orient où se trouvaient en majorité des chrétiens. Et donc, évidemment, tout cela finit par être connu en Europe occidentale. Les conquêtes en Orient, les menaces sur Byzance et la conquête de l'Espagne. Alors, en réalité, le problème, c'est que ces conquêtes, les sources européennes qui datent du 8e et du 9e siècle, ont bien du mal
à identifier ce qu'est cet ennemi. Parce que la dimension religieuse de cet ennemi, même si elle transparaît dans les chroniques et dans les sources, en réalité, elle paraît toujours secondaire. Ce qui est toujours premier dans la définition de cette nouvelle force qui vient de pénétrer en Europe, c'est le fait que c'est une nation, c'est une ethnie. Les chroniqueurs imaginent les musulmans d'abord comme un peuple. Et c'est pour ça qu'ils ne les appellent pas les musulmans, ils les appellent les Sarrasins. Le mot Sarrasin, en fait, renvoie aux Arabes, entre guillemets. Donc, s'il y a ennemi, cet ennemi, c'est d'abord un peuple. Et il s'avère effectivement que ce peuple est un peuple qui professe un culte qu'on a du mal à identifier. Parfois, les chroniques disent que ce sont des païens, c'est-à-dire donc des adorateurs animistes ou idolâtres, et certaines sources disent que ce sont des hérétiques, c'est-à-dire des chrétiens qui ne suivent pas la doctrine officielle, que ce soit en Orient ou en Occident. Et donc, en fait, on ne sait pas les identifier. Ce qui est assez étonnant, c'est que même des récits de latins qui reviennent d'Orient, hein, par exemple, il y a quand même beaucoup de pèlerinages à Jérusalem au IXe siècle, au Xe siècle. Il y en a un peu moins parce que les routes sont moins sûres au XIe siècle à cause de l'arrivée des Turcs. Mais finalement, jusqu'au début du XIe siècle, il y a beaucoup de pèlerins qui vont en Orient. Et à leur retour, certains écrivent des chroniques ou écrivent des récits de voyage. Et bien, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils décrivent dans les temples sarrasins, donc en fait les mosquées, ils disent que les gens adorent des dieux, adorent des statues. Or, il est à peu près évident qu'il n'y a jamais eu de statue de culte dans les mosquées de Syrie, d'Orient, etc. Et donc, ce qui est déstabilisant, c'est que les Européens qui voyagent en Orient et qui connaissent, ou en tout cas qui sont confrontés à la religion musulmane elle-même, en fait, sont amenés, d'une certaine manière, à gauchir leur propre regard, à transformer leur propre regard. Je suis allé dans un temple païen, les musulmans sont des païens, donc j'ai forcément vu une statue de culte en plein milieu de la mosquée. C'est assez étonnant. Donc, le premier vecteur de connaissance, de rencontre de l'islam, c'est l'affrontement. Après, il y aura d'autres vecteurs, notamment les échanges commerciaux, intellectuels ou autres. Mais c'est vrai qu'au début, c'est quand même d'abord un affrontement. Mais il y a un deuxième élément qu'on identifie souvent très très peu, très très mal, c'est que un premier point commun au tout début de cette rencontre, c'est que l'islam partage finalement dès le 8e siècle avec l'Europe quelques éléments communs. Et c'est notamment le rapport à la Grèce. C'est-à-dire qu'à la fin du 8e siècle, les califes abbassides lancent un mouvement d'intérêt vis-à-vis de la Grèce antique, j'entends. Ce qui a donné naissance entre à peu près les années 800 et les années 900 à toute une série de traductions de textes grecs vers le syriaque, vers l'arabe, etc. Et donc, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'au moment où l'islam met en place son système juridique, met en place la charia, met en place toutes ses sources, met définitivement par écrit les hadiths du prophète et impose une seule version du Coran, au même moment, ce monde musulman se tourne vers la Grèce antique, et vers des textes philosophiques, des textes géométriques, des textes médicaux, textes qui intéressaient eux aussi les Européens. Donc, souvent on dit finalement, oui, les sources ne sont pas du tout les mêmes, la manière dont les deux civilisations se sont constituées sont complètement différentes. C'est en grande partie vrai. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu des sources communes, et notamment l'héritage grec en est une finalement. L'autre élément assez intéressant qu'on néglige parfois, c'est la question de l'Empire romain. La puissance de l'Empire romain, la puissance de l'empereur romain, et ce qu'on appelle parfois le césarisme, ou l'espèce de pensée césariste qui fait de l'empereur romain une divinité, une quasi-divinité,
eh bien, a beaucoup attiré le califat, notamment à l'époque des Abbassides, c'est-à-dire à partir du 8e siècle, à tel point que le califat, qui était un pouvoir qui n'avait rien de sacré au sens propre du terme, le califat, les premiers califes sont d'abord des hommes politiques qui, certes, mènent les victoires de l'islam, mais leur pouvoir est d'abord un pouvoir politique. Eh bien, on a l'impression que l'influence de la puissance du sentiment religieux romain vis-à-vis de l'empereur a été captée par les califes qui, effectivement, à partir du 8e, 9e siècle, adoptent des perspectives presque de sacralisation du pouvoir, qui correspondent d'ailleurs assez bien aussi à ce qu'on appelle l'Iran Shah, qui est l'autorité du roi des rois perse, qui avait un côté théocratique aussi. Et donc, en fait, la dimension quasi théocratique du califat n'est pas originellement coranique. Elle est probablement imitée, reprise, soit de la divinisation de l'empereur romain, soit de l'Iran Shah persan. Donc, vous voyez que c'est intéressant. En fait, les choses sont beaucoup plus mouvantes que ce qu'on pense. Merci beaucoup. Du fait de cette histoire à la fois conflictuelle et en même temps de ce rapprochement intellectuel, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que la République française laïque est compatible avec l'islam? Et est-ce qu'elle peut s'imposer à lui de la même manière qu'elle s'est imposée au culte catholique après la loi de 1905? Et pour un musulman pratiquant, comment est-ce qu'il peut respecter à la fois les règles du Coran et les règles françaises? Oui, d'accord. Alors, le rapport entre une république laïque et l'islam, cette question impose en fait systématiquement de définir de quoi on parle. Si la république laïque ou pas d'ailleurs, est d'abord un régime juridique et politique, elle n'a donc pas de poids, d'autorisation de pénétrer dans l'intimité de l'individu. C'est-à-dire que la République est un ordre juridique, et dès lors que le citoyen respecte cet ordre juridique et politique, sa conscience est garantie. C'est tout l'intérêt, la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle aussi de 1789, etc. Il est clair que la République, au sens global du terme, a très souvent eu la tentation d'aller au-delà de cette simple obéissance de forme à sa loi pour réclamer une obéissance du cœur et une conviction du cœur. Ça a été le cas, évidemment, en 1793, où une obéissance purement extérieure ne suffit plus à la République. Elle identifie des suspects. On sent bien que depuis quelques années, la République voudrait être autre chose qu'un régime juridique et politique. Notamment, on parle des valeurs de la République. On demande d'adhérer aux valeurs de la République. Or, en théorie, les valeurs de la République, qui d'ailleurs ne sont jamais définies, une valeur renvoie à l'intimité, à une conviction personnelle, à une moralité intérieure. Donc là, ça veut bien dire que quand on défend les valeurs de la République sans jamais les définir, il y a une tentative, d'une manière ou d'une autre, d'intrusion dans la conscience humaine. C'est là où l'évolution récente est un petit peu gênante quand même. Donc voilà, si la République est un régime juridique et politique, elle n'a pas à pénétrer dans l'intimité. Dès lors, islam ou pas islam, l'individu reste libre. Dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. La République ne peut donc pas demander dans ce cadre-là qu'on croit en elle comme on croit en Dieu. De même que la conscience reste libre. C'est d'ailleurs l'un des acquis du tribunal de Nuremberg, c'est de dire qu'il y a la loi de la conscience qui surpasse toutes les lois humaines de toute façon. Donc, avant même de poser la question de l'islam, on est obligé de redéfinir finalement cette république. On est obligé de redire ce que c'est et surtout ce que ça n'est pas. La République n'est pas un régime qui autorise à pénétrer l'intimité des consciences. Dès lors, le citoyen, qu'il soit musulman ou autre, qui obéit à la loi, même en apparence, même en hypocrisie,
eh bien, il est un citoyen comme un autre contre lequel on n'a pas de poux à lui chercher dans les choux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'islam est-il compatible avec une république qui, justement, ne pénétrerait pas dans la conscience individuelle? Et bien là encore, ça dépend de ce que vous appelez l'islam. Si l'islam est un culte, une religion, il est évident que ça ne pose aucun problème, ou pas plus de problème qu'avec le catholicisme. Si l'islam est une civilisation, et l'islam est aussi une civilisation, évidemment, les choses sont différentes, puisque qui dit civilisation dit corpus intellectuel, culturel, politique, dit des frontières, ou en tout cas des zones frontières, dit des identités formées, etc. etc. Donc, si on dit est-ce que l'islam est compatible en Europe, à ce moment-là, et si pour vous l'islam c'est une civilisation, en fait vous posez la question du métissage des civilisations. Alors que dans le premier cas, si ça n'est qu'une religion, vous posez le problème de la fusion d'un culte dans un système établi, laïque, républicain, etc. Vous voyez qu'en fait, selon les éléments, enfin selon la manière dont vous définissez les choses, la réponse n'est pas du tout la même. Et il est clair que du côté musulman aussi, en fait, on a un flou en permanence sur les définitions. Et c'est bien normal parce que, entre guillemets, d'une certaine manière, la civilisation européenne, on sait que le christianisme y appartient, mais on sait qu'il n'y a pas que le christianisme. Or, quand on parle de la civilisation islamique, on sait que l'islam lui appartient, mais comme les termes sont les mêmes, on a tendance à fusionner les deux. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que il est évident que si l'islam est une loi personnelle, une loi qui s'impose, une loi qui gère les gestes quotidiens, la fusion dans le modèle européen peut paraître complexe. Mais ça dépend sur quoi? Ça dépend sur quoi? Par exemple, dans la common law, donc dans le système du droit britannique, une partie de la charia est tout à fait applicable. Il y a des éléments de la charia qui ne gênent absolument pas le droit britannique et qui pourraient être adoptés tels quels. En Europe, enfin en France, dans les pays latins en général, les éléments de la charia ne sont absolument pas compatibles avec la loi française, puisque la charia, notamment, règle la question des héritages, des mariages. Or, tout ça, c'est du domaine de l'État. Donc, si effectivement l'islam est une loi, eh bien, il y a une multitude d'éléments non compatibles. Si elle n'est qu'un culte et qu'une foi, il n'y a absolument aucun problème. Et vous ne pouvez pas faire un pli de groupe. Vous ne pouvez pas dire globalement les musulmans adhèrent plutôt à l'idée que c'est une loi, ou alors globalement les musulmans adhèrent à l'idée que c'est un culte. Les choses sont floues, les choses sont mixtes, et il n'y a pas une seule définition. L'autre élément, le dernier exemple, la dernière précision qui n'est pas inintéressante à préciser, c'est que depuis le 19e siècle, et même en Turquie, enfin dans l'Empire ottoman dès le 18e siècle, on a eu une multitude de phénomènes de sécularisation. Or, c'est vrai que nous, en Europe, et notamment depuis le point de vue français, en fait, pour nous, les pays musulmans ne peuvent pas se séculariser. C'est une espèce de principe qu'on a en tête, un principe analytique qu'on a en tête. L'islam ne permet pas la sécularisation. Or, depuis le 18e siècle, on a vu, notamment dans l'Empire ottoman, des phénomènes extrêmement profonds de sécularisation. Qu'est-ce que je veux dire? Les sultans califes ottomans, à partir du XVIIIe siècle, et notamment Sulayman le Magnifique, ont voulu prendre la main, notamment sur le droit des héritages et le droit familial. Et donc, ils se sont ingérés dans la charia pour imposer un droit qui serait un droit politique, un droit étatique, contestant les tribunaux de charia. Et donc, ça signifie que depuis le XVIIIe siècle, dans quasiment tous les pays musulmans, on a eu un phénomène de concurrence entre la charia telle qu'on l'imagine, qui est religieuse, dont les jugements sont rendus par des qadis, c'est-à-dire par des juges de charia,
et des tribunaux civils laïcs qui pénétraient dans le droit religieux et qui étaient en train de lui prendre, de lui capter, de l'usurper sur des pans entiers de la juridiction religieuse. C'est pour ça que lorsque la colonisation s'est interrompue, lorsque le monde musulman a été décolonisé, en fait, le monde musulman avait déjà été habitué à des pratiques extrêmement profondes de sécularisation. Et c'est après les indépendances, dans les années 50-60, que les pays musulmans ont adopté quasiment massivement des pratiques de déreligiosisation, je ne sais pas comment il faut dire, de sécularisation, de laïcisation de leur législation, notamment sur la question de l'apostasie. Il n'y a quasiment aucun pays musulman qui condamne de fait l'apostasie au meurtre. Il n'y a qu'en Arabie Saoudite. Dans les autres pays, l'apostasie est interdite, mais en réalité, elle n'est plus condamnée à mort, contrairement à ce qu'on dit. Il n'y a qu'en Arabie Saoudite, et encore, c'est en train de changer. Donc, vous voyez qu'on est dans des mondes qui ont vécu des phénomènes qui peuvent peu ou prou se rapprocher des phénomènes européens. Mais qu'est-ce qui a fait que ces phénomènes de sécularisation et de laïcisation qui est allé très loin dans certains pays musulmans, comment se fait-il qu'on a l'impression de le voir contesté depuis 20, 30 ans par ceux qu'on appelle les islamistes ou ceux qu'on appelle les salafistes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, vous avez une multitude de groupes à tendance politique, marqués par évidemment le fait religieux, en fait, estiment que la seule manière de voir renaître le monde musulman, le monde arabe en général, la seule manière, c'est de réimposer un islam épuré. Un islam qui serait débarrassé de ces pratiques de sécularisation qui sont pourtant elles-mêmes d'origine musulmane. C'est-à-dire que la plupart des pratiques de sécularisation ne sont pas liées à la colonisation. La plupart. Ça veut dire qu'elles sont autochtones. C'est-à-dire que les musulmans eux-mêmes ont tout à fait été capables de processus de laïcisation. Mais les groupes qu'on appelle islamistes, eux, prétendent que la colonisation, le déclin du monde musulman, vient en fait de ces pratiques. Et donc, il faut déséculariser, il faut délaïciser pour retrouver une puissance politique, militaire et sociale. Vous voyez qu'on est face à des conflits de fond sur toutes ces questions. D'accord. Donc, vous venez de dire qu'il y a une compatibilité possible entre l'islam en tant que religion et la République. Et petite question complémentaire et rapide, est-ce possible d'organiser le culte musulman en France en se coupant totalement des influences étrangères, notamment saoudiennes et turques? Alors, aujourd'hui en France, les pays les plus influents sur l'organisation de l'islam, c'est l'Algérie et la Tunisie. Ce n'est pas la Turquie, c'est encore moins l'Arabie Saoudite. La Turquie a une influence, notamment dans l'islam alsacien, mais sur l'ensemble du territoire, dans les grandes structures qui composent le Conseil français du culte musulman, ce sont en général plutôt des Algériens, plutôt des Tunisiens. C'est ce qu'on appelle un islam consulaire, c'est l'islam des consulats, l'islam des ambassades finalement, des ambassades algériennes et tunisiennes installées en France. Alors, toutes les influences extérieures ne sont pas problématiques. Disons qu'il est évident que pour l'éclosion d'un islam totalement français, totalement intégré à la République, il faut évidemment limiter ces influences extérieures. Mais dès lors que l'influence extérieure, elle est faite par des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, qui certes ont des liens politiques avec les responsables de leur pays d'origine, donc là, effectivement, ça c'est gênant, mais l'islam maghrébin, globalement, ne pose pas de difficultés, notamment vis-à-vis de la violence, vis-à-vis de la place des femmes. Vous allez au Maroc, vous allez surtout en Tunisie, même en Algérie,
la place des femmes ne pose pas de problème. Alors, il y a encore, du chemin à parcourir, mais enfin en France aussi. Donc, vous voyez, c'est pas parce que l'islam français est très influencé par l'islam maghrébin que c'est une catastrophe. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est l'influence du wahhabisme. Donc, le wahhabisme est cette structure de pensée et de religiosité d'origine arabe saoudienne qui date du XVIIIe siècle et qui a longtemps été accompagnée dans sa prédication de courants militaires, donc de courants djihadistes. Depuis les années 50, le wahhabisme, parce qu'il est dominé par les Saoudiens, a renoncé au djihadisme. Alors, évidemment, de temps en temps, on a des familles princières d'Arabie Saoudite qui ont encore des liens avec des mouvances militaires ou militantes. Mais globalement, depuis 5-6 ans, on sent que l'Arabie Saoudite prend ses distances avec tous ces mouvements-là et se garde de trop d'ambiguïté. Il y a encore des ambiguïtés, de même que le Qatar et les Émirats sont encore très ambigus, mais il y a un mouvement qui éloigne tous ces pays, un lent mouvement qui éloigne tous ces pays de dimension purement militaire, militante de l'islam. Il est clair aujourd'hui que ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui finance les mosquées françaises. Tous les rapports Tracfin, tous les rapports autour du ministère de l'Intérieur, autour du financement des mosquées, tendent à donner à peu près le même chiffre. On est entre 4 et 8 millions par an qui sont donnés par le Qatar ou par l'Arabie Saoudite, entre 4 et 5 millions d'euros par an. Donc, il est clair qu'avec 4 ou 5 millions d'euros par an, vous ne financez pas 2000 mosquées ou 1000 mosquées. Ça, c'est sûr. Vous financez, c'est souvent des projets culturels. Voilà. Donc, le financement de l'islam de France, aujourd'hui, il est assuré par des musulmans français ou par des musulmans qui ont la double nationalité, mais qui est une double nationalité en général maghrébine. Donc, vous voyez, voilà, le financement extérieur est en train d'être réglé, ou il va se régler dans la décennie qui arrive. À propos de l'islam français, quel devrait être le rôle du Conseil français du culte musulman dans un projet de réforme de l'islam en France? Étant donné qu'il est le fruit d'une volonté de l'État et imposée par le haut, on peut se demander s'il est capable de s'imposer à la communauté musulmane de France ou s'il continuera à manquer de crédibilité et de représentativité. Quelle est sa mission? Doit-il participer à une forme d'adaptation de l'islam à la France, qui est une idée qu'on voit assez souvent dans les médias? Oui, alors, il n'a pas été formé pour ça. Quand il a été créé, d'abord, on a lancé l'idée en 1994 et elle s'est vraiment incarnée en 2003. Lorsque le Conseil français du culte musulman a été créé, l'objectif, ce n'était pas d'influencer l'islam. L'objectif, c'était de créer des liens institutionnels entre le ministère de l'Intérieur et les communautés musulmanes. C'était de pouvoir gérer les questions de halal, de pouvoir gérer aussi parfois la question des formations d'imams, d'avoir du renseignement de terrain pour la police. Voilà, c'était de faire une interface institutionnelle entre la République et les communautés musulmanes. Le CFCM n'a jamais été identifié, formaté pour opérer une réforme théologique, morale, religieuse de l'islam de France. C'est pour ça que, notamment depuis 4-5 ans, a été créée la Fondation de l'Islam de France. La Fondation de l'Islam de France, elle, effectivement, elle a été fondée avec le soutien financier de la République, Aéroport de Paris et de la SNCF, je crois. Elle a été fondée dans le but de faire revivre ce qu'on appelle parfois l'islam des Lumières. L'islam des Lumières, c'est un islam qui date à peu près du 9e siècle, qui est un islam qui se fonde sur le dialogue philosophique, qui se fonde sur l'usage de la raison et qui se fonde aussi sur la pratique de la mystique et de la spiritualité, notamment avec une forte influence soufie. Voilà, la Fondation de l'Islam de France est donc un très bel outil qui n'a pas pour but de réformer l'islam, pas du tout, mais qui a pour but de faire émerger dans l'islam de France
des structures et des mémoires rationnelles, philosophiques et spirituelles de l'islam. C'est-à-dire qu'on n'invente pas un nouvel islam, on fait valoir les périodes historiques brillantes, dialogantes de l'histoire de l'islam. Vous voyez, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une réforme de l'islam, c'est une redécouverte. C'est des tentatives de redécouverte et de remise à l'honneur de périodes marquées par ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de tolérance, qu'on peut appeler par une ouverture sur la philosophie, la raison, etc., etc. Et donc, là où la Fondation pour l'Islam de France est une institution vraiment très intéressante, c'est qu'on ne réinvente pas l'islam. On en montre les aspects les plus brillants et les plus compatibles avec l'histoire de France. Alors évidemment, donc, vous voyez, il y a donc deux structures. La structure institutionnelle, le CFCM, et d'une certaine manière, la structure philosophique et théologique, la Fondation de l'Islam de France. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, les gens ne sont pas obligés d'adhérer. De même qu'il est évident que si la République française imposait des prêtres jureurs, comme ça a été le cas en 1792-1793, en tant que chrétien, je ne suis pas obligé d'adhérer à un prêtre jureur, etc. Donc il est évident que le fait que ces transformations, ou en tout cas cette mise en valeur, partent de la tête, c'est-à-dire partent de la République, crée une ambiguïté, crée une méfiance qu'on peut éventuellement comprendre. Donc, que faut-il faire ? Déjà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que le CFCM existe, il a des défauts, mais il existe. La Fondation de l'Islam de France existe, et elle fait un beau travail. Alors oui, elle est peut-être peu représentative, mais au moins, elle fait le travail d'adaptation. En tout cas, de démonstration que la pensée islamique et la pensée européenne et française sont tout à fait compatibles. Donc, ce n'est pas parce que les uns ne sont pas, le CFCM n'est pas apprécié des musulmans ou de la majorité des musulmans, et parce que la Fondation de l'Islam de France ne reflète pas l'ensemble des musulmans, qu'il faut jeter ces deux institutions. On est obligé de les garder, on est obligé de les faire vivre, et voilà, espérer que les choses, dans 5, 6, 10 ans, s'améliorent dans ce sens-là. Alors, évidemment, ça ne peut pas arriver, cette influence de ces deux institutions ne peut pas pénétrer dans toutes les sphères de la société et des communautés musulmanes si, au même moment, on a des discours médiatiques qui sont agressifs. C'est sûr, ça ne va pas aider. Oui, d'accord. Donc, on vient de le voir. En France, on traite énormément de la question de l'islam. C'est une question qui semble parfois hanter les médias, les éditorialistes, les hommes politiques, etc. Et est-ce qu'on peut qualifier cela d'une obsession française, notamment pour éloigner l'opinion publique d'autres problématiques plus sociales, économiques et politiques, ou y a-t-il réellement un enjeu de taille à régler, et particulièrement dans notre pays, sur cette question ? Oui, alors, votre première suggestion, moi je la partage, c'est-à-dire que quand tous les mois, au moment où les chiffres du Covid, les chiffres du chômage ou les chiffres de ceci sont mauvais, et que tous les mois on nous trouve un nouveau scandale autour de l'islam, je ne dis pas qu'il n'y a pas de scandale, je ne dis pas que ces scandales n'existent pas, mais à un moment, le calendrier est quand même bien fait. Hein. Bon, voilà, donc ça c'est... Mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites. L'autre aspect, c'est que en France, particulièrement, peut-être plus que dans tous les autres pays européens, historiquement, l'islam a longtemps été, voire toujours été, un élément pour se définir nous-mêmes. Que sommes-nous, nous, Français ? Que sommes-nous, nous, Européens ? Et il est clair que les relations avec l'islam ont toujours été historiquement en parallèle avec la mise en place des définitions des identités européennes. Une espèce de mouvement parallèle.
plus l'islam est dangereux sur le plan militaire, maritime, économique, plus l'Europe crée des éléments de sa propre définition. Moins l'islam est dangereux, plus l'identité européenne est ouverte, au sens où elle se métisse plus facilement. Et on sent bien qu'on est dans une de ces vagues en ce moment, tous ces débats qu'avait lancé le président Sarkozy sur la question de l'identité nationale, ça c'est caractéristique. Nous sommes dans une période anxiogène d'une certaine manière, selon la tradition historique française, parce que aujourd'hui, il n'y a plus des espaces géographiques homogènes. Finalement, l'Europe, par la colonisation, s'est mélangée avec des pays musulmans. Après la décolonisation, des pays musulmans ou des musulmans sont venus se mélanger en France. Donc en fait, ce qui, pendant longtemps, pouvait être rassurant, chaque espace, chaque civilisation, chaque mentalité avait son espace, depuis 50 ans, c'est plus possible. Ce qui crée quelque chose d'anxiogène pour l'identité, que ce soit l'identité française ou européenne, mais que ce soit aussi pour l'identité des musulmans d'origine algérienne, d'origine tunisienne, etc. Donc en fait, il y a une question de redéfinition. Tout le monde voudrait, ça paraîtrait plus simple, que chacun ait un espace homogène. Mais en réalité, quand on regarde l'histoire, c'est assez drôle, l'homogénéité spatiale des deux univers n'a quasiment jamais existé. Sauf quand l'Espagne a été conquise par les royaumes du Nord, donc, et qu'on a expulsé les musulmans d'Espagne à la fin du XVIe siècle. Mais finalement, au moment où l'Espagne s'homogénéise, et donc il n'y a plus de musulmans en Espagne, au même moment, les Balkans, eux, sont conquis par l'Empire ottoman. Donc en fait, on est sur une Europe qui, dans la réalité historique, je ne dis pas dans l'idéal que chacun voudrait mettre en place, mais dans la réalité historique, il n'y a jamais eu d'espace homogène. Et on est depuis 60 ans, depuis la colonisation, mais aussi depuis la grande période migratoire, on est dans un monde où les deux univers, en fait, désormais, ne font plus chacun une civilisation à part. En fait, ils se sont en partie mélangés via la démographie et via la colonisation. Et ce mélange peut paraître anxiogène. D'où toutes les questions autour de la définition de ce qu'est l'identité française. Mais le problème, c'est qu'on en a pour 50 ans autour de ces débats-là. Merci. Par rapport aux espaces, est-ce que les problématiques liées à l'islam que l'on rencontre en France se posent de la même manière chez nos voisins européens? Qu'est-ce qui est similaire? Qu'est-ce qui est différent? Alors, la problématique du djihadisme, du terrorisme, se pose de la même manière, non seulement chez nos voisins européens, mais même chez nos voisins de l'autre côté de la Méditerranée. C'est-à-dire que quand vous regardez le nombre de morts faits par des djihadistes, à 90%, ils sont musulmans. C'est-à-dire que la question djihadiste, c'est une question mondiale. Ce n'est pas une question qui concerne que les koufars, que les chrétiens, que les Européens, etc. Donc, c'est une problématique générale. Après, donc, voilà pour le djihadisme. Pour la question de l'islam ou de l'islamisme, je ne sais pas quelle est votre préférence sur les deux, il est clair que ça n'est donc pas pareil, on est bien d'accord. La gestion de cette question est complètement différente. Par exemple, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, on a dans ces deux pays un rapport aux communautés musulmanes qui est complètement différent. Pourquoi? Parce que en Italie et en France, la question de l'État centralisateur, l'État jacobin est fondamentale. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de corps intermédiaire entre le citoyen et l'État. Or, en Allemagne, dans la République fédérale d'Allemagne et dans le Royaume-Uni qui accepte la common law, entre l'État et le citoyen, il y a une multitude de corps intermédiaires que les citoyens se choisissent eux-mêmes. Ma communauté en Angleterre est reconnue comme telle
pas forcément avec sa loi, mais avec ses coutumes. Il ne choque personne en Angleterre qu'on prête serment sur le Coran plutôt que sur la Bible ou sur autre chose. Dès lors que des gens se conçoivent comme membres d'une communauté, ils ont droit à être reconnus comme tels. Et c'est un peu moins le cas en Allemagne, mais voilà, on va beaucoup plus loin dans ces deux pays qu'en France. Si bien que la question islamiste ne se pose quasiment pas. Quasiment pas. L'idée qu'il y aurait des communautés musulmanes qui s'organiseraient politiquement pour peser dans le débat public, pour éventuellement modifier la réglementation municipale sur les piscines, le machin, le truc, eh bien, ça, c'est ce que nous, à peu près, on appelle l'islamisme, eh bien, ça ne pose aucun problème au Royaume-Uni. Que les gens veulent voter pour un musulman qui va changer les horaires de piscine, s'ils votent pour lui, ça n'a aucune influence. Tant mieux, et même tant mieux, c'est leur liberté. Et donc, vous voyez que du coup, la question de la liberté d'expression, et notamment du rapport aux fameuses caricatures, le rapport est complètement différent en France qu'en Allemagne ou en Angleterre. En France, la liberté d'expression est en fait un outil de contrôle politique aux mains de l'État. Ça a toujours été le cas. Les groupes politiques qui menacent la République, on va considérer qu'ils sont les ennemis de la liberté d'expression. Ça a longtemps été le cas de l'Église catholique. Et donc, en fait, en France, la liberté d'expression, la liberté de caricaturer, est une arme au service de l'État contre des groupes constitués qui, au sein du pays, sont en hostilité vis-à-vis de la République. En gros, l'Église catholique. Aujourd'hui, on est passé de l'Église catholique aux communautés musulmanes. Alors qu'en Angleterre, la liberté d'expression est une arme au service du citoyen contre les abus de l'État. C'est complètement différent. C'est exactement le rapport inverse. Et donc, le citoyen est libre de s'exprimer et de critiquer l'État parce que cette liberté lui permet de se protéger de l'État. Et donc, la caricature, dès lors qu'elle choque le citoyen, elle n'est pas la bienvenue. En revanche, la caricature qui permet de critiquer l'État, elle est la bienvenue. Et donc, en Angleterre, on ne publiera donc pas les caricatures du prophète, notamment. Parce que le citoyen ne les approuve pas, ça le choque, et il suffit même qu'une partie de l'opinion publique soit choquée pour qu'on considère que c'est de la mauvaise liberté d'expression. Alors qu'en France, c'est au contraire de la bonne liberté d'expression. Vous voyez qu'en fait, vous êtes obligé sur toutes ces questions-là d'interroger finalement ce qu'est la France, ce qu'est son système politique et la manière dont nous définissons la liberté d'expression. D'accord, merci. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette entrevue. Merci à vous, Olivier Anne, pour cette entrevue qui fut particulièrement intéressante. Et merci au nom de Scopeo pour nous avoir accordé un peu de votre temps. Ce fut très intéressant, notamment pour questionner certains préjugés et pour préciser certaines questions qui sont souvent posées dans le débat public sur un thème qui agite régulièrement l'actualité. Et maintenant, je vais laisser la parole à Domiti qui conclura cette entrevue. Je voulais également vous remercier, c'était tout à fait intéressant. Et j'en profite pour signaler à ceux qui nous écoutent que c'est notre troisième entrevue politique, donc que tous nos podcasts sont disponibles sur YouTube, mais aussi Spotify, et que nous publions aussi des tribunes, des articles et des dossiers sur notre site scopeo.org. Merci beaucoup encore.